Bonsoir, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous vous connectez. Nous sommes très heureux d'ouvrir cette session ou ce module de 3 webinaires. Je représente ici le Conseil national des barreaux et en particulier sa commission droit et entreprise, moteur dans l'organisation de ce webinaire en collaboration avec la Global Pound Conference de Paris, représentée par Diana Paraguacuto-Maeo. Donc, nous vous convions à 3 webinaires dont le thème global est l'évolution, évolution ou révolution dans l'arbitrage et dans la médiation commerciale internationale. Pourquoi ce titre d'évolution ou de révolution? Parce qu'il y a du mouvement, c'est sûr, de l'évolution, c'est certain. Va-t-on jusqu'à la révolution, qui serait une forme de changement brusque d'ordre économique, moral ou culturel, ou une agitation soudaine ou passagère provoquée dans le public par un fait inhabituel, ou un mouvement autour d'un axe qui fait que finalement on reviendrait périodiquement au même point. En tout cas, c'est sous cet angle d'évolution et peut-être même de révolution que nous vous proposons d'organiser aujourd'hui nos travaux. En ce qui concerne tout à la fois le monde de l'arbitrage et le monde de la médiation commerciale internationale. Et nous avons retenu pour cela 3 sujets qui, selon nous, reflètent à tout le moins une forme d'agitation des acteurs dans ce monde des modes de règlement des litiges et de changements à venir, déjà intervenus ou qui n'interviendront pas, mais en tout état de cause qui témoignent de la fabuleuse énergie dont ces modes de résolution, et en particulier l'arbitrage et la médiation, se nourrissent inlassablement en se tournant autour. 3 axes donc. Je dirais un axe monde, puisque nous allons commencer par la Convention de Singapour, qui nous ouvre, et bien entendu, sur le reste du monde et son actualité. Un axe métier, le 7 juillet, avec l'interrogation suivante, l'arbitre doit-il concilier? Alors métier n'est peut-être pas le bon mot, puisque l'arbitre, arbitrer n'est pas un métier, mais un axe d'activité, et un axe peut-être de développement possible ou de marché, qui correspondra à notre 3e webinaire, qui interviendra le 9 juillet, avec une interrogation portant sur le développement des contentieux climatiques et des modes de résolution des litiges adaptés à ce type de contentieux. J'ajoute que les webinaires des 7 et 9 juillet se tiendront dans le cadre de la PAO, la Paris Arbitration Week, édition 2020, édition en ligne, et lors du webinaire du 7 juillet, c'est-à-dire à mid-term, comme disent les Américains, ou à mi-chemin, nous aurons le plaisir d'accueillir en fin de session la présidente du Conseil national des barreaux, Christiane Ferral-Schul, pour son partage de constats et de visions en matière de mode de règlement des litiges. Je vais donner la parole à mon confrère et ami Diana Paraguacuto-Maeo pour qu'elle présente ce qu'est la GPC et le rôle de cette dernière dans le développement des MAR de façon générale et de la médiation en particulier. Une fois cette présentation faite, je reprendrai la parole pour animer la table ronde, donc le premier webinaire sur la Convention de Singapour. Diana, vous êtes associée du bureau parisien du cabinet Follet au Hague. Vous êtes spécialisée en arbitrage international. Vous intervenez comme conseil et arbitre dans des arbitrages commerciaux et d'investissement. Vous êtes également médiateur et sollicité dans des médiations de nature interne et internationale. Et vous êtes également, Diana, membre de la Cour d'arbitrage de la CCI et justement présidente de France des Global Pound Conference. Diana, je vous donne la parole. Merci beaucoup Catherine pour cette présentation. Bonsoir à tous. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui à l'occasion de cette 4e conférence des Global Pound Conference de Paris et la 2e organisée avec le CNB. Alors l'idée derrière ce partenariat, c'est que, et un partenariat d'ailleurs que nous espérons pérenne, c'est d'allier le think tank international qu'est les Global Pound Conference en matière d'arbitrage et de MARD d'une façon générale, avec la force de proposition que représente le CNB, et ce pour faciliter le passage des idées aux actes. Alors bien sûr, cette conférence n'est pas comme toutes les autres puisqu'elle est organisée à distance,
par nécessité. Cependant, comme l'arbitrage et les mardes, nous nous adaptons pour le meilleur, puisque même si nous n'avons pas le plaisir de vous saluer tous individuellement, ce format nous permet d'accueillir aujourd'hui de très nombreux participants. J'ai cru comprendre qu'on avait près de 300 participants sur la série des 3 conférences prochaines. Donc, je vous salue tous très chaleureusement et individuellement. En tout cas, votre présence aujourd'hui atteste d'un intérêt, sinon d'un engouement pour la transversalité dans l'approche de la résolution des litiges et témoigne de ce que l'esprit novateur et prospectif qui avait inspiré les Global Parent Conference en 2017 est intact et sort même, je dirais, renforcé de cette pandémie qui a agi comme une machine un petit peu accélératrice de particules et de tendances. Alors, la crise sanitaire s'est abattue soudainement sur la justice civile et commerciale qui s'est retrouvée à l'arrêt du jour au lendemain, mettant par là en lumière le retard technologique dans les outils de dématérialisation des procédures et de travail à distance des magistrats, avec aujourd'hui un redémarrage certain, mais progressif, et où surtout les parties sont encouragées pour aider les tribunaux à se désengorger, à accepter depuis l'ordonnance du 25 mars 2020, des procédures sans audience. Alors, dans ce contexte, qui n'a pas été un contexte que français, même si d'autres tribunaux étatiques, tels que la High Court de London ou les tribunaux hollandais, sont apparus plus souples et adaptables, mais quand même, dans ce contexte, les mardes et l'arbitrage font l'objet d'un intérêt accru de la part des utilisateurs et notamment des entreprises. Alors, c'est que, et bien entendu, l'exécution de nombreux contrats ont été affectés par les conséquences de l'épidémie et des mesures qui ont été adoptées par nos gouvernements respectifs. Nombreux sont les contrats dont la chaîne d'approvisionnement a été interrompue. Nombreux sont les contrats qui ont été affectés par les fluctuations monétaires, les turbulences de marché. Nombreux sont les contrats dont l'exécution a été rendue impossible par les restrictions diverses qui ont été imposées. Les assurances ne couvrent pas pour beaucoup l'impact de ces événements disruptifs et les différends sont et seront pléthores dans les mois et années à venir. Or, la flexibilité dont a su faire preuve l'arbitrage ces derniers mois est remarquable. Les institutions ont su s'adapter en aménageant leurs règlements ou en proposant des protocoles, notamment de tenue d'audience dématérialisée. Les procédures ont pu être initiées par email, les actes de mission ont pu être signés électroniquement, les notifications des sentences ont pu se faire elles aussi de manière dématérialisée, les tribunaux arbitraux ont pu s'adapter en aménageant les calendriers des procédures et en proposant aux parties la tenue d'audience 100% dématérialisée. Alors ce mouvement était déjà naissant avant la crise sanitaire, même si les motivations sous-jacentes étaient différentes. Il s'agissait alors d'augmenter l'efficacité procédurale de l'arbitrage, de réduire les coûts pour les parties ou d'appliquer le Green Pledge pour diminuer l'empreinte carbone de nos pratiques. Et ce mouvement s'est désormais transformé en l'espace de quelques semaines, de quelques mois, en une pratique qui, je pense, est là pour durer. Cette crise sanitaire aura eu un effet transformateur sur la manière dont on pratique l'arbitrage et les parties auront appris à faire avec moins de présentiel. Nous apprendrons tous, dans le monde post-Covid, à doser présentiel et utilisation des outils technologiques. Et il faudra également apprendre à plus systématiquement considérer d'autres outils alternatifs à l'arbitrage, tels par exemple que la médiation. La médiation s'est elle aussi bien entendu adaptée. Alors que le présentiel était considéré comme un élément essentiel, les médiateurs ont appris à utiliser les salles d'attente des différentes plateformes pour recréer un espace adapté pour les apartés et à organiser ensuite des réunions plénières. Les médiations dématérialisées ont non seulement eu lieu, mais elles ont prouvé leur efficacité, renforçant la mouvance que l'on observait déjà pré-crise vers une plus grande utilisation de la médiation comme moyen de résoudre les litiges nationaux ou internationaux. Alors, consacrée par la Convention de Singapour, la médiation a bien entendu gagné en visibilité. La médiation a également gagné en crédibilité.
Et les entreprises ne cachent pas désormais l'intérêt qu'elles portent à cet outil qui s'impose comme une alternative, sinon comme un préalable nécessaire à l'arbitrage. Alors cet intérêt grandissant pour la médiation est mondial et s'observe tant en matière commerciale que d'investissement. Preuve en est la mention de la médiation dans de nombreux traités bilatéraux d'investissement et la révision de nombreux règlements institutionnels, dont celui du CIRDI. Et bien au fait d'ailleurs de l'importance de ce mouvement, la CCI vient de lancer elle aussi un groupe de travail sur les ADR et l'arbitrage. Alors la série de conférences que nous vous avons concoctées cette année sera l'occasion d'apprécier quelques aspects de cette évolution avec aujourd'hui une première table ronde qui sera consacrée à la Convention de Singapour et qui sera animée par Catherine. Alors Catherine Pelvé est avocate au barreau de Paris. Elle a ouvert son cabinet CP Law après une expérience approfondie en cabinet américain chez Cleary Gottlieb et anglais chez Freshfields. Elle exerce principalement en qualité d'avocat en prévention et résolution des litiges nationaux et internationaux et pratique depuis plus de 10 ans l'activité de médiateur en matière de conflits interentreprises, d'associés ou d'actionnaires, responsabilité et inexécution contractuelle et détermination des préjudices. Elle est accréditée par le CMAP et également par le CPR. Elle est également inscrite en qualité de médiateur judiciaire sur les listes de la Cour d'appel de Paris et depuis 2020 en qualité de tiers conciliateur auprès du tribunal de commerce de Paris pour la gestion contractuelle de la crise du Covid-19. Catherine est actuellement membre du Conseil national des barreaux et vice-présidente de la commission droit et entreprise du CNP. Catherine, merci et le micro est à toi. Merci Diana de cette présentation très intéressante sur ta pratique en matière et tes constats en matière d'évolution des MARD et de l'usage des MARD pendant ou du fait de la crise sanitaire. Je commence tout de suite donc à présenter en fait cette table ronde sur la Convention de Singapour. Quelques toutes petites informations d'usage pour les participants, puisque je pense que maintenant tout le monde et tous ceux qui pouvaient se connecter se sont connectés. On va avoir à peu près à partir de maintenant 3/4 d'heure de débat et on réserve un petit 10 minutes, 15 minutes pour les questions-réponses à la fin de cette table ronde. Vos micros sont éteints, j'en suis désolée, mais on ne peut pas faire autrement. Mais en revanche, on vous a ouvert un chat pour pouvoir poser des questions. Je n'aurai pas la capacité, pendant que je modère les débats, de suivre les questions, mais je prendrai un temps vers la fin des interventions pour pouvoir organiser en fait vos questions et les réponses qu'on essaiera d'y apporter. Et enfin, dernier point d'ordre pratique, cette formation est éligible à la formation continue des avocats si vous suivez au moins 2 des 3 webinaires et vous recevrez après le 9 juillet, donc une date de notre dernière conférence, un groupe ou un jeu de documents qui intégrera des textes, des articles, des contributions, de la jurisprudence en lien avec chacun des 3 thèmes traités. Donc, nous avons choisi d'intituler cette première, je vais dire table ronde plutôt que de webinaire, cette première table ronde, certes virtuelle, mais table ronde quand même, table d'écran, pourrait-on dire, la Convention de Singapour sur le règlement des litiges internationaux par la médiation et l'exception française, quels impacts? La Convention de Singapour, en réalité, elle s'appelle la Convention des Nations Unies sur les accords de règlement internationaux issus de la médiation. Et on l'appelle communément la Convention de Singapour, et vous saurez pourquoi. Elle a été ouverte à la signature le 7 août 2019, c'est-à-dire il y a un tout petit peu plus d'1 an. Elle a été signée par, à ma connaissance, 53 ou 54 États à ce jour, dont les plus grandes économies mondiales, puisqu'ont signé déjà les États-Unis, la Chine et l'Inde. Elle a été ratifiée au moment de sa signature par 2 pays qui sont Singapour et les États-Unis. Et en février, elle a été ratifiée également par le Qatar et il manquait donc cette 3e ratification pour pouvoir engager le processus d'entrée en vigueur. Elle va rentrer en vigueur dans les 6 mois de la 3e ratification. Donc, elle rentrera en vigueur, cette convention, le 12 septembre 2020. Depuis la ratification du Qatar,
s'est ajoutée la ratification de l'Arabie saoudite. Donc le 12 septembre 2020, c'est demain. Et la France, de son côté, n'a pas ratifié. Pourtant, le constat est que cette convention permet la libre circulation des accords de règlement des litiges issus de la médiation. Quels sont donc les impacts de l'entrée en vigueur de cette convention sur le développement de la médiation, sur le développement également de l'arbitrage international, plus globalement sur l'attractivité de la France, y compris comme place de résolution des litiges, peut-être plus précisément également sur la définition de la médiation. En tout cas, énormément de points soulevés par cette entrée en vigueur de la convention je l'appellerai donc Convention de Singapour, et ce sont les points sur lesquels nous allons débattre aujourd'hui. J'accueille pour cela trois intervenants qui m'ont fait l'honneur et l'amitié d'avoir accepté notre invitation. Jean-Michel Jacquet, Jacques Bouissou et Louis de Gosse, et je vous les ai cités dans l'ordre d'apparition. Alors, je ne vais pas les présenter tous en même temps, je vais les présenter au fur et à mesure de leurs interventions, comme ça vous les visualiserez bien, et ça permettra d'enchaîner selon les temps de cette table ronde. En effet, nous avons souhaité caler les qualités respectives de nos intervenants sur différents temps ou différentes visions de ce webinaire. Le premier temps de notre échange aujourd'hui va être consacré à la vision de la négociation ou la vision du négociateur, et ce sera Jean-Michel Jacquet qui prendra la parole à cet égard. Le deuxième temps sera la vision de la diplomatie économique, et ce sera Jacques Bouissou qui se chargera de ce temps-là. Et le troisième, la vision de la pratique, le praticien étant Louis de Gosse parmi nous. Donc, je présenterai chacun de mes intervenants au fur et à mesure. Il y aura bien sûr entre eux, une fois leurs interventions faites, des interactions. Mais je vais d'abord donner la parole à Monsieur Jacquet. Monsieur Jacquet, je vais vous présenter. Vous êtes agrégé des facultés de droit en droit privé. Vous êtes professeur honoraire à l'Institut des hautes études internationales et du développement, laquelle université est située à Genève, dont vous avez assuré la direction pendant 2 ans. Vous avez également exercé les fonctions de professeur auprès de la faculté de l'université de Cheikh Anta Diop de Dakar et de l'université de Toulouse. J'entends quelqu'un qui frappe sur son clavier, je ne sais pas qui c'est, mais ce serait peut-être intéressant de pouvoir fermer vos micros respectifs. Monsieur Jacquet, vous avez également dirigé, je ne le savais pas, le journal de droit international, le CUNEC. J'ai vu ça en prenant connaissance de votre biographie, de 2003 à 2018. C'est une longue période. Vous êtes depuis 2012 le délégué de la France auprès du groupe de travail 2, on l'appelle comme ça, de la CNUTSI, lequel groupe de travail s'intitule Arbitrage, conciliation, règlement des différends. C'est passionnant, vous pratiquez parfois l'arbitrage, et c'est bien dans cette qualité de délégué France du groupe de travail CNUTSI que vous avez accepté d'intervenir à notre table ronde sur la Convention de Singapour. Alors, je vais vous poser quelques questions, puis je vous laisserai enchaîner dans l'ordre dans lequel vous souhaitez y répondre. Comment se sont passées les négociations? Enfin, ce que vous pouvez nous en dire. Où en est la ratification? Pourquoi, selon vous, la France fait exception? Comment se coordonnent la France et l'Europe? Et y a-t-il d'ailleurs une place pour l'Europe dans la ratification de cette convention? Comment voyez-vous l'essor de la médiation commerciale internationale à raison de cette convention? La parole est à vous. On ne vous entend pas, Monsieur Jacquet. Il faut rouvrir votre micro. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Alors, j'ai donc entendu parfaitement votre avalanche de questions et j'espère que je pourrai y répondre avant de te dire le propos pour lequel je m'étais préparé. Eh bien, écoutez, il a quand même fallu un certain nombre d'années, 4 bonnes années pour arriver au résultat que vous connaissez, la Convention de Singapour,
Il est intéressant de savoir que c'est une proposition américaine, au départ, soutenue par Israël, qui est à l'origine de ce travail. Et aussi bien les États européens que la France avaient été plutôt réticents sur l'intérêt d'entreprendre une telle convention ou une loi type. On ne savait même pas au départ si on allait déboucher sur une convention ou sur une loi type. La position de la France à la CNUTSI, il faut la connaître, elle est toujours la même. Que la France soit spécifiquement intéressée à un sujet particulier qui est sur la table de la CNUTSI, ou qu'elle ne soit pas intéressée particulièrement pour elle-même, de toute façon, elle fait toujours acte de présence et dans tous les groupes de travail, elle est toujours représentée, elle participe activement. Donc ce fut le cas ici, dans ce groupe de travail, et je dois dire qu'au fur et à mesure que les travaux progressaient, on s'apercevait que, alors même que nous n'avions pas de perspective claire, ni bien définie au départ, se dessinait progressivement un projet que je crois personne n'avait véritablement imaginé au départ. Le seul point qui a été, si je puis dire, sur la table dès le départ, c'était une sorte de comparaison avec la Convention de New York, la Convention de New York étant représentée en quelque sorte aux yeux de beaucoup de délégations comme le modèle qu'il fallait suivre pour essayer d'obtenir au niveau de la médiation, des accords obtenus à la suite d'une médiation, des résultats qui seraient un petit peu analogues à ceux que la Convention de New York a déjà produits à propos des sentences arbitrales. Et donc, je dois dire que pendant toutes ces années de négociation, la présence de la Convention de New York a été quelque peu encombrante et parfois inhibante et trop lourde. Il a fallu arriver à s'écarter d'un modèle qui n'était pas pleinement adapté et nous y sommes quand même arrivés, mais seulement dans une certaine mesure. Donc, nous sommes arrivés à un résultat auquel finalement nous tenons d'une certaine manière. Et ce résultat, c'est cette convention, mais en même temps, je le signale parce que c'est la première fois que ça se présente à la CNUTSI, à la fois convention et loi type. En général, on choisit l'instrument que l'on utilisera lorsqu'on travaille sur un sujet. Est-ce qu'il peut donner prise à une convention? Est-ce qu'il peut donner prise plutôt à une loi type, plutôt à des règles, à des guidelines, etc., des principes directeurs? Et là, on n'a pas pu se décider au départ. Et finalement, quand on a été obligé de se poser la question, à tort ou à raison, le groupe s'est dit à la fois une convention et en même temps un complément à la loi type sur la médiation qui existe déjà à l'heure actuelle. Alors, le résultat, eh bien, vous l'avez sous les yeux et je pense et j'espère que très rapidement, tous les spécialistes, aussi bien de l'arbitrage que de la médiation, en prendront une connaissance approfondie et se feront une opinion. Il est souhaitable aussi que du côté des pouvoirs publics en France, on se penche sérieusement sur cette convention. Le Quai d'Orsay a fait en quelque sorte son travail, puisque c'est le Quai d'Orsay qui est en charge des négociations dans le cadre de la CNUTSI. Mais le ministère de la Justice est toujours associé à ces négociations, même s'il n'y participe pas étroitement, il est à la fois informé et associé à ces négociations, et il est sans arrêt consulté et il peut donner son avis. Il est donc souhaitable que maintenant en France, alors que nous sommes pour l'instant dans un certain flou, eh bien, les pouvoirs publics, en la personne de ces deux ministères, se saisissent du sujet et quel que soit le résultat auquel ils arriveront, que nous sachions tout de même qu'ils y travaillent et que la France prend une position sur ce sujet. Alors, il faut dire que ce qui rend la question un tout petit peu délicate, c'est que pendant toute la négociation, la France et les autres États membres de l'Union européenne ont été accompagnés dans la négociation par la Commission. La Commission européenne, dont la compétence a été toujours plus ou moins discutée, par la France en tout cas, et par d'autres États, parce qu'elle n'est pas évidente sur la question. Et d'ailleurs, c'est sans aucun mandat que la Commission européenne a été présente en tant qu'observateur pendant le déroulement des travaux, et elle n'a obtenu un mandat du Conseil, un mandat de négociation en bonne et due forme, je dirais, que tout à fait à la fin pour la dernière ou les dernières sessions. Elle a quand même eu une influence sur le déroulement des travaux,
mais elle a manifesté une grande réserve et une certaine distance avec tout ce qui se faisait à la CNUTSI sur ce sujet. Ça n'a pas toujours facilité les choses. Et au point où nous en sommes maintenant, la question n'est pas tout à fait réglée de savoir est-ce qu'un État membre de l'Union européenne peut signer seul? Il est probable que oui, et que la Commission ne s'y opposerait pas. Ou est-ce que la Commission va signer pour les États membres? Ça n'est pas impossible, mais ça n'est pas certain non plus. C'est même assez peu probable. Et donc, nous sommes actuellement dans cette situation un petit peu délicate de l'après-convention. Est-ce que j'ai répondu à l'ensemble de vos questions ou est-ce qu'il y a encore un point sur lequel vous aimeriez que je… Merci beaucoup, monsieur le professeur. Vous avez répondu à mes questions, mais peut-être que vous souhaitez profiter en fait, d'avoir la parole pour pouvoir présenter les axes, peut-être les lignes fortes de cette convention telles que vous les voyez. Bien sûr. Est-ce que pour ce faire, vous pouvez m'indiquer le temps dont je dispose maintenant approximativement? Vous pouvez disposer de 10 minutes. D'accord. Donc. 7 minutes. Très bien. Merci. Alors, je commencerai au fond, peut-être en prenant les choses à l'envers de façon tout à fait inaccoutumée, en disant si cette convention entrait en vigueur aujourd'hui dans un État X, qu'est-ce que ça changerait dans cet État? Qu'est-ce que ça entraînerait comme conséquence immédiate dans cet État? Et je pense sur cette question pouvoir signaler 4 points. Le premier point, c'est que si la convention entrait en vigueur, eh bien, on verrait entrer sur la scène juridique un instrument nouveau et un peu bizarre qui s'appelle l'accord de règlement. Ceux qui ont lu la Convention ont fait connaissance avec cette nouvelle dénomination, accord de règlement. C'est la traduction de la formule anglaise qui sonne mieux de Settlement Agreement. Settlement Agreement, accord de règlement. Si la Convention de Singapour entre en vigueur en France, ou parce qu'elle sera sans doute en vigueur dans beaucoup d'autres pays, il faudra s'habituer à cette nouvelle dénomination. Elle est relativement inélégante en français, mais il faudra s'y habituer. Elle présente en tout cas un avantage technique, je dirais. Elle permet de ne pas confondre avec accord de médiation. On appellera un accord de médiation seulement l'accord par lequel deux parties décident de recourir à la médiation. L'accord de règlement, c'est l'accord qui intervient à l'issue de la médiation si celle-ci a un dénouement heureux. Mais nous verrons aussi que cet accord de règlement, ce n'est pas seulement une question de terminologie, il est aussi, de certaines façons, un peu plus qu'un contrat. Il est un objet juridique nouveau, un acte juridique transnational, selon les règles que lui voue exclusivement la Convention de Singapour. Donc c'est quelque chose dont on pourra se rendre compte peut-être chemin faisant. Je signale encore, pour que les choses soient bien claires, que en aucun cas la Convention de Singapour n'a pour objet les conventions de médiation, c'est tout à fait hors de son objet, et que la procédure de médiation, le processus de médiation lui-même, est également totalement en dehors de l'objet de la Convention de Singapour. Celle-ci a pour seul objet, encore une fois, eh bien, l'accord de règlement. La Convention de Singapour, et c'est mon deuxième point, elle poursuit 2 objectifs. Ces 2 objectifs sont clairement exprimés à l'article 3 de la Convention qui est intitulé « Principes généraux ». Et donc, le premier objectif, il est très classique, c'est tout simplement de conférer la force exécutoire aux accords de règlement. Mais il y a un deuxième objectif qui est accolé avec un plein parallélisme, je dirais, c'est que également la Convention de Singapour confère une efficacité internationale substantielle en quelque sorte à l'accord de règlement qui est le substitut d'une reconnaissance. Pour différentes raisons qui seraient beaucoup trop longues d'exposer ici, le groupe de travail n'a pas accepté de recueillir ici le concept de reconnaissance, mais nous avons ici une sorte d'équivalent fonctionnel de la reconnaissance, ce qui veut dire au fond
que, selon la Convention de Singapour, un accord de règlement peut aussi être utilisé par une partie à titre de moyen de défense, au cas où ce qui aurait été décidé, l'autre partie ou une autre partie tenterait de le remettre en cause. Eh bien, ici, c'est le deuxième objectif poursuivi par la Convention qui intervient. Troisième point, troisième conséquence. Vous remarquerez que la Convention de Singapour, une fois en vigueur, s'applique sans aucune condition de réciprocité. Elle devient en quelque sorte une part du droit matériel qui est applicable dans chaque État signataire à tout accord qui est visé par la Convention de Singapour. Alors, cette absence de conditions de réciprocité, elle apparente d'ailleurs la Convention de Singapour à la Convention de New York de 1958. Seulement, nous le savons, la Convention de New York, elle comporte une réserve de réciprocité pour les États qui tiendraient à la réciprocité. La Convention de Singapour ne comporte, elle, de son côté, aucune réserve de réciprocité et donc elle s'applique de façon totalement indépendante des liens avec les autres États. Enfin, quatrième et dernière conséquence, la Convention de Singapour entraînerait certaines obligations pour un État qui la signerait et qui la verrait entrer en vigueur dans son système juridique. Il faudrait quelques adaptations à ce système juridique. Pour que la Convention de Singapour fonctionne, il faut désigner ou peut-être créer la juridiction compétente, surtout lorsque le défendeur oppose ses défenses, le cas échéant, et à ce moment-là, l'instance devenant contradictoire, il faut indiquer quelle sera la juridiction qui aura compétence pour le débat contradictoire qui sera susceptible de s'instaurer. Alors, je ne peux évidemment pas étudier quelques dispositions que ce soit de la Convention de Singapour. Je dirais simplement que ce qui la caractérise, ce sont 3 points. Le champ d'application, comme toute convention internationale, les conditions qui sont requises de la partie qui entend se prévaloir de la Convention de Singapour pour obtenir l'efficacité internationale de l'accord de règlement, et enfin les motifs qui peuvent être utilisés devant le juge pour s'opposer à la demande de la partie qui souhaite l'efficacité de la Convention. Au niveau du champ d'application, les débats les plus importants qu'il y a eu au sein du groupe de travail ont été au sujet des exclusions. Je ne peux pas m'étendre sur les conditions positives, mais au sujet des exclusions, il y a eu les exclusions classiques à la CNUTSI, rapport en l'occurrence en matière économique, rapport de famille, succession, rapport de travail, contrat avec des consommateurs. Tout ceci a fait l'objet d'exclusions. Mais la grande difficulté, et ce qui a provoqué des débats extrêmement nourris, a été la question des accords de règlement qui seraient obtenus alors que la médiation présentait certains liens, plus ou moins étroits, avec une procédure judiciaire ou arbitrale. Car on sait que souvent, la médiation présente effectivement des liens étroits avec une procédure judiciaire ou arbitrale. Donc la question a été très longuement débattue. Et pour finir, la solution à laquelle la Convention est arrivée, eh bien, c'est une solution qui est extrêmement restrictive sur l'accueil des accords de règlement qui présenteraient une relation avec une procédure judiciaire ou avec une procédure arbitrale. On a pratiquement exclu, avec une double condition que vous pouvez lire dans la Convention, on a pratiquement exclu que un accord de règlement qui soit conclu pendant, en rapport avec une procédure, consigné, repris dans un jugement ou repris dans une sentence arbitrale, puisse bénéficier du régime de la Convention de Singapour. Et au fond, ça a été l'idée, il y a d'autres voies. Si on prend une autre voie, on ne peut pas bénéficier du régime de Singapour. Le régime de Singapour est pour les accords de règlement en quelque sorte nus, sans que ceux-ci ne bénéficient
du renfort d'un jugement ou d'une sentence. C'est le point le plus important du point de vue du champ d'application. Du point de vue des conditions qui sont requises pour se prévaloir d'un accord de règlement, eh bien, elles tournent toutes autour de deux idées. La première idée, c'est que l'accord de règlement va recevoir un régime extrêmement bénéfique et favorable pour son efficacité internationale. Pourquoi cette plus-value donnée à l'accord issu d'une médiation qui n'est après tout qu'un contrat par rapport à n'importe quel contrat? La réponse a été la présence du médiateur. C'est seulement la présence d'un médiateur à côté des parties qui permet et qui est la condition essentielle pour bénéficier du régime d'efficacité conféré par la Convention de Singapour. Et donc, au niveau des conditions qui sont imposées au demandeur, celui qui veut bénéficier du régime de la Convention, on comprend qu'il faut qu'il prouve à la fois qu'il y a eu un médiateur et il faut qu'il démontre en même temps au juge devant lequel il va présenter sa demande, il faut qu'il démontre qu'il y a eu un accord, quelle était la teneur de cet accord et que ce juge ne soit pas confronté à des difficultés insurmontables pour connaître le contenu de cet accord. C'est pourquoi il faut un écrit signé par les parties et un écrit dans lequel la présence du médiateur puisse être attestée d'une façon ou d'une autre. C'est la signature du médiateur sur l'écrit lui-même, c'est la signature du médiateur sur un document à côté dans lequel il atteste avoir été médiateur dans cette affaire, ou c'est enfin éventuellement l'attestation donnée par une institution de médiation à laquelle appartiendrait ce médiateur, ou tout autre moyen. Mais en même temps, également, pour les situations qui paraîtraient douteuses au juge, une possibilité d'investigation spécifique donnée au juge qui peut être plus exigeant, s'il le désire, sur les preuves qui le convainquent qu'il y a bien eu une médiation et un véritable accord de médiation. Enfin, les moyens de défense, ils sont calqués, je dirais, lourdement sur la Convention de New York. Et on trouve ici à la fois la structure de la Convention, moyens pouvant être invoqués par une partie, moyens que le juge peut directement et d'office soulever de lui-même. Et au niveau des moyens soulevés par une partie, on retrouve les moyens qui pouvaient être utilisés pour s'opposer à la convention d'arbitrage, puisque ici l'accord de règlement est un contrat, on a des moyens qui étaient utilisés pour la convention d'arbitrage, notamment accords caducs, inopérants ou non susceptibles d'être exécutés, et puis on a des moyens plus spécifiques. Et à côté des moyens plus spécifiques, qui tous portent en quelque sorte sur la sincérité, ou si je puis dire, le fait que le document est réellement utilisable, il y a des moyens qui ont beaucoup ému la communauté du monde de la médiation sur ce qu'on a appelé la misconduct of the mediator. Alors, on n'a pas cette expression en français, heureusement, mais ces moyens ont été inclus dans la Convention après mûre réflexion, après que les associations se soient fait longuement entendre face aux États. Finalement, je crois que la formulation qui a été retenue dans l'article 5 est une formulation qui démontre à la fois que l'on a voulu garantir l'intérêt des parties, mais que l'on n'a pas voulu dans cette convention faire peser une charge trop étroite sur les épaules des médiateurs, car la preuve pour mettre en cause, non pas la responsabilité du tout du médiateur, mais tout simplement la valeur de la médiation à laquelle il a participé, cette charge est quand même très lourde. Voilà, je vous remercie. Merci infiniment de ces explications et de la vision très claire et du recul que vous avez et que vous avez partagé avec nous pour nous aider à faire ressortir les points majeurs, les points clés, voire les points de clivage de cette convention. On va revenir sur son utilisation en pratique avec l'intervention de Louis de Gauss. Mais avant ça, j'aimerais recueillir peut-être les observations de Jacques Bouissou, de mon confrère Bouissou.
pour la raison suivante. Vous êtes en effet Jacques Associé, fondateur du cabinet Allerion. Vous avez dirigé l'activité internationale du barreau de Paris. Donc, vous connaissez bien le monde de la diplomatie par le droit. Vous avez même participé à la création de Paris Place de Droit, dont vous êtes le secrétaire général. À cette occasion, vous organisez un certain nombre d'événements, de colloques et vous participez à des voyages. Et notamment, vous avez eu l'occasion de rencontrer la diplomatie de Singapour et le pouvoir politique de Singapour. Vous êtes actif à l'IBA, International Bar Association, à l'ABA, qui est l'American Bar Association, et vous êtes également délégué du barreau de Paris auprès du CCBE, qui est le Conseil européen, le Conseil des barreaux européens. Donc, monsieur le professeur Jacquet l'a dit, cette convention, à l'origine, ça ne devait pas être à Singapour qu'elle soit signée, mais ailleurs, et l'initiative ne venait pas de Singapour. Elle s'appelle finalement Convention de Singapour, car elle a été signée à Singapour. Vous connaissez la volonté de l'État de Singapour d'utiliser la règle, le droit, comme un outil de rayonnement, notamment économique, pas seulement. Donc, vous, en votre qualité de président de Paris Place de Droit, comment vous appréciez cette convention, son impact? Quel intérêt vous voyez pour la France la ratifier ou pas? Et quel impact vous voyez de cette ratification ou pas sur la place de Paris, place de résolution des litiges? Je vous donne la parole. Merci Catherine pour cette présentation et je vais essayer d'y répondre avec la casquette qui est la mienne, qui est celle de Paris Place de Droit, et donc avec la préoccupation qui est la mienne de l'attractivité de Paris, tant sur le plan international et la place du droit dans l'attractivité de la France sur le plan international, qu'également sur le plan de Paris comme place de règlement des litiges. Alors, vous l'avez dit, Catherine, le professeur Jacquet nous a indiqué tout à l'heure que cette convention, au départ, n'a pas été initiée par Singapour. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, c'est Singapour qui a eu l'intelligence de prendre ce projet, de le monter à telle enseigne qu'aujourd'hui, on parle de convention de Singapour et on ne parle pas d'une convention de New York ou d'une convention d'Israël, qui sont les deux États qui en étaient à l'origine. Et je dirais que ce petit mouvement sémantique sur le nom de la convention illustre combien il est important pour un pays comme Singapour d'utiliser le droit comme outil de diplomatie, et on verra comment on peut y réfléchir de notre côté, vu depuis Paris. C'est important pour Singapour d'utiliser le droit comme outil d'attractivité économique et outil de diplomatie économique. Il faut se souvenir que Singapour, c'est un petit État de 718 km², une population certes très dense, mais très numériquement faible comparée à ses deux grands voisins, puisque ce petit État, il est enserré entre deux États géants que sont la Malaisie et l'Indonésie, et que souvent on parle de Singapour comme d'un point sur la carte. Et en effet, sur une carte de l'Asie ou une carte du globe, on ne voit Singapour, on ne peut voir Singapour que comme un point. Pourtant, ce point qui est un nain politique, un nain démographique, un nain en termes de ressources naturelles, c'est un pays totalement dépourvu de la moindre ressource naturelle, eh bien, en quelques années après son indépendance de la Malaisie en 1965, ce petit État a réussi à se hisser au premier plan des puissances diplomatiques régionales. Alors, ce qu'on comprend évidemment par sa position stratégique avec le détroit de Malacca, à la croisée de toutes les grandes influences asiatiques, indiennes, chinoises, arabes, des grands courants commerciaux asiatiques. Mais tout ça ne suffit pas. Tout ça n'explique pas le succès extraordinaire de Singapour, qui s'est imposé aujourd'hui comme un véritable hub en Asie du Sud-Est. Si Singapour est parvenu à se hisser à cette place, c'est parce que Singapour, désireuse d'exister, consciente de sa vulnérabilité stratégique, diplomatique, a voulu utiliser
d'autres armes que les armes de la puissance militaire ou la puissance économique pour exister localement. Et c'est un peu ce qui est à l'origine de Singapour, c'est la compétence, les esprits et une sorte de software technocratique. C'est par ça que Singapour s'est distingué et s'est imposé. Et c'est dans cet esprit-là que Singapour a utilisé le droit comme une véritable arme pour sa diplomatie économique et son rayonnement dans le monde. Et on voit que ce faisant, Singapour n'a pas utilisé le droit dans un rapport de puissance, mais dans un rapport de partenariat. Et c'est très intéressant pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, qui est la médiation. Dans la médiation, on est bien dans un rapport de partenariat. Et c'est donc tout à fait intéressant de voir comment Singapour s'est emparé de cette convention pour la porter et essayer de la faire signer par le plus grand nombre d'États dans le monde. Ça se traduit sur le plan des règlements des litiges par un mouvement plus large à Singapour, qui est celui de faire de Singapour une véritable place internationale de règlement des litiges, chose que Singapour est remarquablement parvenu à réaliser en l'espace de très peu de temps, puisque désormais Singapour est l'une des grandes places mondiales dans le domaine de l'arbitrage, mais également dans le domaine des règlements des litiges judiciaires, puisque vous savez qu'en 2015, Singapour s'est doté de la SIC, Singapore International Commercial Court, qui est une juridiction commerciale internationale, de même que nous avons la Chambre commerciale internationale au tribunal de commerce de Paris et la Cour d'appel de Paris. Eh bien, on a le pendant à Singapour qui traduit cette volonté de Singapour d'exister dans le domaine des règlements des litiges. Et Singapour le fait avec une efficacité typiquement singapourienne, dont l'une des illustrations est l'effort très important mis sur les technologies. On a parlé tout à l'heure, la première intervenante a parlé des technologies. Et à Singapour, ça ferait pâlir d'envie n'importe quelle juridiction française. La SIC, la Singapore International Commercial Court, est dotée des outils les plus performants et a une obligation statutaire de revoir ces outils technologiques tous les ans. Donc on est vraiment à la pointe de ce qui se fait de mieux. Les Maxwell Chambers, pour ceux qui ont utilisé les Maxwell Chambers pour des arbitrages à Singapour, sont elles aussi dotées d'outils technologiques absolument remarquables. Donc on voit bien que cette convention de Singapour, elle s'inscrit dans ce désir de Singapour d'exister sur la scène internationale, d'exister comme grande place de règlement des litiges, dans une vraie stratégie d'attractivité économique et de diplomatie économique. Alors si on voit ça maintenant depuis Paris, il est intéressant de voir Paris vu depuis Singapour. Et là, je dirais que c'est tout à fait passionnant. J'ai eu la chance de participer en janvier au premier symposium légal franco-singapourien qui a été organisé par la Cour suprême de Singapour. Et Singapour présente le monde des règlements des litiges au XXIe siècle comme étant un peu présidé par deux grands centres internationaux qui sont Singapour et Paris. Pourquoi ? Singapour regarde la planisphère en disant Singapour, c'est le hub pour l'Asie du Sud-Est, c'est une place de common law. Paris, c'est le hub pour l'Europe, c'est le berceau du droit continental. Et donc, voilà deux places complémentaires qui doivent entretenir un dialogue dans un esprit de fournir les meilleures solutions en matière de règlement des litiges. Alors, si on regarde la question que vous me posez, Catherine, sur le plan de Paris, eh bien, oui, bien sûr, signer la Convention de Singapour et donc proposer une solution plus efficace à la médiation participe évidemment de l'attractivité de la France en matière de résolution des litiges. Et évidemment,
participe de l'attractivité de la France comme centre de résolution des litiges et donc comme grande place internationale du droit. Et je crois que cet exemple singapourien illustre parfaitement, vu de Singapour mais adapté à Paris, combien la Convention de Singapour peut être un outil intéressant pour la France pour compléter l'attractivité de la France en matière de résolution des litiges. Ce partage d'expérience, c'est très intéressant effectivement d'avoir cette double vision, Singapour vu par Paris et Paris vu par Singapour, qui nous permet d'identifier effectivement pourquoi cette convention s'appelle aujourd'hui de façon commune la Convention de Singapour, comme on parle de la Convention de New York. Ça me permet, cette dernière observation, de faire le pont Convention de Singapour, Convention de New York, sur la pratique, ou plutôt les pratiques en matière de mode de résolution des litiges que peuvent être l'arbitrage et la médiation, et de voir comment elles pourraient marcher ensemble, ce qui est déjà le cas, ou en tout cas ne pas se marcher sur les pieds, ce que peut-être la Convention de Singapour pourrait révéler, une forme de concurrence entre les deux. J'accueille maintenant dans les interventions, et je vais donner la parole à Louis de Gauss. Donc Louis est associé du cabinet, managing partner du cabinet américain K&L Gates. Il dirige la pratique contentieuse de ce cabinet. Louis, vous connaissez très bien le monde de la résolution des litiges, puisque, outre que de diriger la pratique contentieuse, vous agissez et intervenez également en pratique pré-contentieuse ou en prévention. Vous êtes à la fois arbitre et médiateur en matière essentiellement commerciale. Vous êtes référencé au CNMA. Vous avez la spécialité ou spécialisation propre aux avocats, à certains avocats, d'être spécialisés arbitres, droit de l'arbitrage. Vous connaissez donc bien ces mondes-là. Vous connaissez également le monde des praticiens et de la formation en matière d'arbitrage et de médiation. On parle ici de la Convention de Singapour qui fait écho à la Convention de New York, qui fait même plus que ça, qui peut-être a été copié en partie sur la trame de la Convention de New York, comme nous l'a dit le professeur Jacquet tout à l'heure. Donc, je ne résiste pas évidemment à l'envie d'entendre vous livrer vos observations, nous livrer vos observations sur ce nouvel outil international qu'est la Convention de Singapour en matière de résolution des différends. J'ajoute que, puisque ce webinaire se tient sous l'égide du CNB avec la collaboration de la GPC, mais dans le cadre des travaux de la Commission droit et entreprise, que de votre côté, vous êtes également un membre du Conseil national des barreaux élus, c'est votre deuxième mandature, et que vous présidez la commission prospective. Ce qui vous autorise, cher Louis, à avoir un œil neuf et parfois audacieux sur certains sujets, et j'aimerais bien connaître justement votre œil et votre audace sur les impacts de la Convention de Singapour, avec ou sans ratification de la France, sur le monde de la résolution du litige. Je vous donne la parole. Merci Catherine pour cette présentation trop longue en ce qui me concerne, parce que on n'en finit plus, et l'intérêt, c'est plutôt de parler de cette convention, effectivement, de Singapour. Je ne vais pas revenir sur tous les points positifs qui ont été égrenés par le professeur Jacquet et par notre confrère Jacques Pouissou. Naturellement, ce serait un bien, faut-il le répéter, que cette convention puisse être signée et ratifiée par la France. Son effet utile n'est pas à démontrer, puisqu'il s'agirait de permettre effectivement aux accords de règlement, je vais revenir sur ce mot d'ailleurs, aux accords de règlement d'avoir un effet international. C'est une convention courte, 16 articles, dont 6 véritablement sont matériels. Les 10 autres sont des articles qui nous plaisent beaucoup au professeur Jacquet et moi, mais à peu d'autres personnes, parce que c'est des articles sur les réserves, sur le droit international privé et public
dans ses plus pures acceptions. Donc, c'est pas ça qui va nous intéresser, c'est plutôt les quelques articles qui sont effectivement, comme l'a dit le professeur Jacquet, des règles matérielles de droit international lorsque les États ont signé et ratifié cette convention qui n'a pas de réciprocité. Il y a 4 points, 4 articles qui m'intéressent plus particulièrement. La convention est courte, mais elle mérite une lecture tout à fait attentive. Les mots ont été ciselés. Et ceci étant, on voit bien que c'est l'issue d'un consensus international parce que le praticien que je suis, bien sûr français, mais aussi international, ne peut pas s'empêcher de relever certaines petites choses qui pourraient poser problème ou discussion, et c'est bien cela qui est intéressant. Le premier point, le premier article, c'est tout simplement le champ d'application de cette convention, l'article 1. Cette convention s'applique aux litiges et aux médiations internationales. Et la convention a choisi ici d'avoir des critères d'internationalité qui tiennent aux établissements des parties en litige. On dévie là, par rapport à l'arbitrage international, puisque je peux faire la comparaison, d'un critère plus économique qui est retenu en arbitrage international, lorsque est international l'arbitrage qui touche aux intérêts du commerce international, et donc dès qu'une opération économique ne se dénoue pas dans un seul et même pays, on est dans l'international. Ça n'est pas la technique qui a été choisie dans cette convention, et on peut un petit peu le regretter d'avoir un choix plus formaliste, je dirais, du critère d'internationalité. Toujours dans le champ d'application, une autre chose qu'on peut regretter, c'est que les parties n'ont pas le choix de soumettre leur médiation et leur accord de règlement à la Convention. Le système d'opt-in qui avait été, pendant les travaux envisagés, a finalement pas été retenu. Je le regrette en tant que praticien parce qu'on est quand même sur des litiges et des médiations internationales avec des parties donc qui sont censées savoir ce qu'ils font. Et donc, effectivement, un système d'opt-in aurait peut-être permis plus simplement que cette convention puisse s'exécuter et puisse être appliquée, largement et très rapidement. Et puis enfin, ce qui m'intéresse dans ce champ d'application, ce sont les exclusions. Alors, le professeur Jacquet en a parlé, et effectivement, la présente convention de Singapour ne s'applique pas aux accords de règlement qui sont conclus, qui sont approuvés pendant une procédure judiciaire, ainsi qu'aux accords de règlement qui sont enregistrés, exécutoires en tant que sentence arbitrale. Alors, ça pose problème parce que, a priori, cela devrait exclure les médiations judiciaires. Médiations judiciaires qui sont effectivement des médiations qui sont conclues pendant une procédure menée devant une juridiction. C'est absolument indéniable, mais on voit bien que la rédaction du coup de cette convention a l'air de teinter la médiation judiciaire comme étant plutôt une procédure judiciaire qu'une vraie médiation, procédure alternative. On a une vision qui, me semble-t-il, là, est un petit peu ancienne de la médiation comme étant finalement un procédé intégré dans un ordre juridique et judiciaire et donc qui échapperait au côté international justement de la médiation qui est sujette de cette convention de Singapour. Mais il y a un mais, c'est pas si simple parce que il y a une petite conjonction de coordination à la fin de cette phrase, et donc on peut penser que les conditions d'exclusion ne sont pas alternatives mais cumulatives. Et que du coup, pour l'exclure, il faudrait à la fois que la médiation judiciaire soit judiciaire, donc conclue pendant une procédure menée devant une juridiction, mais aussi qu'elle soit exécutoire en tant que jugement dans l'état où se trouve la dite juridiction. Alors,
est-ce qu'une médiation judiciaire homologuée par un tribunal français est un exécutoire en tant que jugement? Là, ça n'est pas clair du tout. Là, ça n'est pas clair du tout. Et du coup, on reviendrait à dire que peut-être finalement, la médiation judiciaire pourrait fort bien rentrer dans le champ d'application de la Convention de Singapour. Donc, première question quand même à débattre. Quant à l'arbitrage, là, il n'est pas question de médiation qui aurait été signée ou d'accord de règlement signé dans le cadre d'une médiation parallèlement à un arbitrage. Cet accord de règlement pourrait fort bien être assujetti à la Convention dès lors qu'il n'est pas repris dans une sentence d'accord partie qui, elle, est sujette à la Convention de New York. Donc, je ne fais que poser les questions, mais vous voyez déjà que dans le champ d'application, il y a certaines incertitudes qui sont fort intéressantes pour le praticien. Le deuxième point, c'est l'article 2, c'est les définitions. Alors, les définitions sont intéressantes parce que, pour certaines, on n'en avait pas, et pour d'autres, eh bien, effectivement, cela revient sur certains points que j'avais mentionnés juste avant, notamment la définition d'un établissement. L'établissement qui est le critère du caractère international ou non de la médiation, qui peut donc être dans le champ d'application de cette convention. Eh bien, l'établissement, c'est le lieu, c'est celui qui doit être pris en considération lorsque une des parties a plusieurs établissements, et on est dans le domaine normalement international, eh bien, c'est l'établissement qui a le lien le plus étroit avec le litige réglé. Là aussi, c'est pour moi un nouveau critère, un nouveau lien de connexion, lien de rattachement international. Le litige, c'est quand même un petit peu plus compliqué que les autres liens de rattachement. Le litige, c'est un petit peu peut-être quelque chose de pas tout à fait bien défini, justement. Les deux autres définitions sont intéressantes. L'accord de règlement, d'abord, et je pense que du coup, la Convention de Singapour risque véritablement de modifier même nos habitudes. On ne va plus parler d'accord de médiation, qui va être plutôt une expression pour la clause de médiation, mais il va falloir parler d'accord de règlement. Et puis le dernier point, c'est la définition de la médiation elle-même. C'est très bien, c'est plutôt une bonne chose, mais on le voit, y compris dans cette définition de la médiation qu'on vous met, on vous met le début là au point 3, on l'affiche, il n'y a pas la définition du médiateur. Or, précisément, c'est la personne, comme a dit le professeur Jacquet, qui est nécessaire et indispensable pour qualifier cette médiation et cet accord de règlement issu de la médiation et pour le faire rentrer dans le champ d'application de la Convention. Mon troisième point, c'est l'article 4, parce que l'article 3 ne me pose pas trop de problèmes. L'article 4, ce sont les conditions pour se prévaloir, requises pour se prévaloir d'un accord de règlement. Et là, bien, ça fait le lien avec ce que je viens de dire sur le médiateur. C'est que pour apporter la preuve, vous le voyez à l'écran, que l'accord est issu de la médiation, eh bien, on propose la signature de du médiateur. On propose des attestations. Et l'on donne, comme a dit le professeur Jacquet, même à l'autorité compétente pour effectivement regarder l'accord de médiation et lui donner effet, un pouvoir d'investigation afin de regarder que ça soit bien une médiation. Moi, ça me pose un petit problème par rapport à la confidentialité de la médiation. Il va y avoir une articulation à mettre en place entre la confidentialité qui en pratique est bien sûr extrêmement importante pour que une médiation soit un succès et cette problématique de prouver qu'il y a bien eu une médiation pour parvenir à cet accord. Et puis mon dernier point, parce que le temps passe et je suis trop long, c'est l'article 5. Alors, je finis in cauda venenum, naturellement, par le meilleur pour moi. Ce sont les motifs de refus de l'accord de règlement.
Encore une fois, je le dis, je suis favorable à cette convention, même si mon rôle ici ce soir est quand même d'avoir un petit peu d'audace, comme disait Catherine Pellevé, pour venir critiquer un petit peu en pratique, mais constructivement, cette convention. C'est le revers de la médaille. Dès lors que nous avons une convention internationale pour donner effet à des accords de règlement dans divers pays, eh bien, ces divers pays et une des parties qui s'en plaindrait ont aussi des motifs pour refuser les effets et l'exécution de cet accord de règlement. Et là, pour le coup, effectivement, je trouve qu'on s'est un peu trop inspiré de la Convention de New York. On s'est un peu trop inspiré de la Convention de New York et je le vois notamment dans la problématique de l'accord de règlement qui, s'il est devenu caduc, s'il est devenu inopérant, non susceptible d'être exécuté, eh bien, l'autorité compétente peut effectivement en refuser l'exécution. Alors, je sais qu'on n'a pas mis le mot reconnaissance, mais l'exécution, en tous les cas, sur son territoire. Et le problème ici, c'est que, ou ce que j'en tire en tous les cas en tant que praticien, c'est qu'il faut absolument, et dans tous les cas, indiquer la loi applicable à laquelle on subordonne l'accord de règlement. Parce que sinon, ainsi que le dit cet article B petit i que vous avez devant les yeux, eh bien, c'est la loi jugée applicable par l'autorité compétente de la partie à la convention devant laquelle la demande de moyens ont été introduits qui se déterminera, et on est là, effectivement, quand même, dans une certaine incertitude qui pourrait bien finir par le fait que eh bien, l'accord de règlement soit considéré inopérant, ce qui est une notion assez large, et du coup se trouver avec un effet limité de notre accord de règlement. Et puis, le meilleur pour la fin, naturellement, c'est que au petit c de ce même article, un petit peu plus bas pour les personnes qui s'occupent d'afficher la convention, au petit c, petit e et petit f, il est question du médiateur. Et il est question de refuser d'admettre un accord de règlement, soit au motif que le médiateur aurait manqué à une obligation de déclarer des circonstances de nature à soulever des doutes sur son impartialité et son indépendance, c'est le petit f, et là j'y vois un parallèle évident et copier-coller, si j'ose dire, avec l'arbitre, soit, et c'est encore plus ouvert au petit e qui précède, que le médiateur a gravement manqué aux normes applicables au médiateur ou à la médiation, manquement sans lequel cette partie n'aurait pas conclu l'accord. J'y vois effectivement se dessiner un statut du médiateur qui aurait des normes applicables. Un statut du médiateur, ça veut dire une certaine professionnalisation du médiateur, ce qui pourrait être une bonne chose, mais l'enfer est pavé de bonnes intentions aussi, qui pourrait être revers de la médaille, une chose particulièrement dangereuse, parce que ce qui dit statut, qui dit normes applicables, qui dit professionnalisation, dit responsabilité. Peut-on mettre en cause un médiateur au motif que une autorité compétente dans un pays ne reconnaîtrait pas comme exécutoire l'accord de règlement, alors même que les parties elles-mêmes n'auraient pas désigné de loi applicable? Et si l'on parle de responsabilité, on va ensuite mettre la main et le bras dans les problématiques d'assurance des médiateurs et donc aussi, puisque nous parlons d'effet international, eh bien de couverture internationale des dites assurances, sans même que le médiateur ait forcément connaissance des pays dans lesquels l'exécution de l'accord de règlement sera recherchée. Donc, pardon d'avoir été un peu long, je m'arrête là, mais vous voyez un petit panorama des points que j'ai pu relever comme étant des choses intéressantes en pratique à soulever et qui certainement donneront beaucoup de travail à nous, les avocats. Donc, c'est avec plaisir, non dissimulé d'ailleurs, que je soulève tous ces points. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Louis, de ces observations. Effectivement, très intéressant dans cette lecture plus critique, même si j'ai bien entendu que cette critique restait constructive de la Convention. Je vois qu'il, s'agissant du temps de ce webinaire, qu'il reste 5 minutes. Je souhaite savoir, et je remercie au CNB de me le dire par notre mode de communication parallèle, si ce temps peut être légèrement rallongé ou pas, de façon à ce que je puisse décider si je clôture ou si je réponds aux questions qui sont posées dans le chat. En attendant, j'ai peut-être une observation complémentaire à celle faite par Louis de Beauce s'agissant de ces qualités requises pour le médiateur, être le médiateur adéquat pour voir un accord de règlement reconnu et entre guillemets, comme nous l'a dit le professeur Jacquet. Je note quand même que par cette convention, effectivement, il y a une emphase qui est mise sur les qualités que doit présenter le médiateur et par conséquent sur un risque accru de sa responsabilité si on va continuer à vouloir lui donner un statut, alors que lorsqu'on regarde l'arbitre, si on fait un parallèle entre la Convention de Singapour et la Convention de New York, l'arbitre, lui, n'est pas requis d'avoir un quelconque statut ou de répondre à un certain nombre de garanties tant que la sentence arbitrale qu'il rend, qu'il prononce, revêt les conditions qui sont requises pour sa reconnaissance et pour son exéquatur. Donc, je ne sais pas s'il y a une interrogation particulière à avoir, et peut-être je me retournerai vers monsieur le professeur Jacquet sur pourquoi ce traitement particulier du médiateur alors qu'on n'a pas ce traitement en matière d'arbitrage et pour l'arbitre. Je me demande s'il ne faudrait pas que vous rallumiez votre micro, monsieur Jacquet. Merci beaucoup. Alors, je veux d'abord vous dire, non pas pour fuir du tout ma responsabilité, qui pourrait être mise en cause là aussi, mais que la France, avec beaucoup d'autres pays, était tout à fait opposée à ces dispositions. Nous n'avons pas pu l'emporter, mais nous ne sommes pas, en tout cas, du tout à l'origine, ni au soutien de ces dispositions. Nous avons fait ce que nous avons pu pour qu'elles soient, je dirais, le moins agressives possible, mais c'est tout ce que nous avons pu faire. Alors, ceci étant, il faut quand même admettre ici, à partir du moment où une part importante des délégations dans ce groupe de travail tenait absolument à faire bénéficier la partie défenderesse de la possibilité de mettre en cause l'attitude du médiateur, on s'est efforcé, tout ce qui nous restait à faire, c'était de nous efforcer que ce soit le plus raisonnable ou le moins déraisonnable possible. Et finalement, je crois quand même que, comme je l'ai souligné tout à l'heure, la formulation qui est donnée ici est quand même une formulation qui ne permet pas assez facilement de mettre en cause, alors non pas du tout la responsabilité du médiateur, car évidemment, je pense que Maître de Gaulle n'a pas du tout comme idée qu'on pourrait s'appuyer directement sur la Convention de Singapour pour mettre en cause la responsabilité du médiateur, mais il pense qu'elle pourrait servir de pivot pour que dans une autre instance et devant un autre juge, n'est-ce pas, une partie puisse mettre en cause la responsabilité du médiateur comme il en va pour les arbitres. Ça, il est certain que ça n'est pas du tout l'idée, même des plus ardents défenseurs de ces dispositions au sein du groupe de travail de la CNUTSI. Mais vous avez raison de souligner que c'est une voie empruntée qui pourrait déboucher indirectement sur ce chemin un petit peu dangereux. Mais par exemple, si je prends simplement la question du fait que le médiateur aurait gravement manqué aux normes applicables au médiateur ou à la médiation, si vous prenez par exemple une médiation qui a lieu sous l'égide du règlement de médiation de la CNUTSI, il n'y a pratiquement pas de normes, il n'y a que des normes de liberté pour le médiateur. Donc vous ne pourriez pas tirer de ces règles, des règles du règlement de médiation de la CNUTSI, vous ne pourriez pas tirer de règles au sujet desquelles vous pourriez dire mais le médiateur réellement ne les a pas respectés. Ce sont des standards extrêmement larges
et il me semble difficile de tirer une responsabilité du médiateur. Et puis d'autre part, je me souviens très bien que dans les discussions, on n'a pas du tout exclu l'idée que celui qui voudrait mettre en cause l'attitude du médiateur aurait la charge de la responsabilité, de la preuve de l'existence de normes applicables, donc notamment un code de conduite. Eh bien, il faudrait démontrer qu'il en existe un, il faudrait démontrer qu'il existe des standards, et dans nos discussions, nous n'avons même pas exclu qu'il n'y en ait pas du tout, qu'il ne s'en trouve pas. C'est tout à fait possible qu'il ne s'en trouve pas de normes applicables. Bon, voilà ce que je peux vous répondre sur cette question, mais je dois dire, je comprends évidemment votre souci sur cette sorte d'effet, en quelque sorte, d'effet parallèle, disons, de la Convention de Singapour sur un sujet qu'elle n'entendait pas traiter de cette façon. Rappelons également que l'arbitre juge, enfin rend une sentence, le médiateur n'a pas ce pouvoir-là. Vouloir donner au médiateur un statut et vouloir l'encadrer alors que l'arbitre, lui, comment dire, est redevable en termes de responsabilité comme n'importe qui, comme l'est aujourd'hui le médiateur, mais pour autant n'est pas encadré dans un statut alors qu'il juge, c'est effectivement un petit peu prendre les choses à l'envers. Louis, est-ce que vous souhaitez ajouter à cette observation de Monsieur le professeur Jacquet quelque chose? Oui, non, bah, je rejoins bien sûr le professeur Jacquet, hein. J'ai poussé le bouchon un petit peu loin, mais oui, bien sûr, d'abord, c'est pas l'objet de la Convention que d'ouvrir des motifs de responsabilité, et c'est pas dans le cadre surtout des procédures visées par la Convention que se feront ces problèmes de responsabilité de médiateur, c'est à part. Ensuite, effectivement, les normes applicables au médiateur ou à la médiation, eh bien, il conviendra de faire très attention à ce qu'on choisit comme règlement. Règlement de médiation. Et écrit dans l'accord de médiation qui désigne et investit le médiateur de sa mission. Parce que le médiateur aura aussi intérêt à bien regarder ce qu'il signe, parce que effectivement, tout de même, cette possibilité-là est nouvelle. Et par rapport à l'arbitre, je dois dire que c'est assez important, parce que l'arbitre a, à mon sens, plus de responsabilités. Il effectivement énonce une décision contraignante égale d'un jugement. Donc, si vraiment il a mal fait son travail et qu'il n'est pas indépendant ou pas impartial, par exemple, c'est très grave. Alors que le médiateur n'oblige en rien les parties dans leur accord de règlement. C'est elles, les parties, qui prennent leurs décisions et leurs responsabilités. Donc, si j'ose dire, l'impact de la fonction de médiateur est quand même nettement moins important. Enfin, dans l'accord de règlement, il est important, en revanche, dans le processus de rapprochement des parties. Merci. J'ai relevé quelques questions pendant que vous étiez en train de terminer ces explications sur ma question précédente. Je vous les livre. La première question porte sur la question de savoir si la Convention de Singapour est compatible avec la loi type Knudsi. Je vous laisse répondre, Monsieur Jacquet. La deuxième question porte sur quels sont les domaines, exactement les domaines exclus. Soit on y répond, soit on renverra les participants à la convention elle-même qui sera dans le jeu de documents qui leur sera délivré. Une troisième question qui, je ne suis pas sûre, soit directement liée à notre formation d'aujourd'hui est comment l'injonction européenne va-t-elle s'adapter au Brexit ? Et sinon, j'ai relevé deux observations qui sont il faudrait un statut plus réglementé du médiateur. Donc, on a pour notre part déjà délivré des observations par rapport à ça. Et une autre observation qui est qu'en réalité, la définition qui est donnée dans la Convention de Singapour de la médiation est restrictive et s'apparente plutôt à de la conciliation. Alors, sur la compatibilité, Convention de Singapour, loi type Knudsi, vous y avez déjà répondu au début de ce webinaire, mais peut-être que la personne qui a posé la question n'était pas encore connectée. Oui. Alors, je peux préciser un tout petit peu les choses. Alors, je peux répondre oui. Il faut rappeler une chose. Lorsque la loi type a été élaborée avant l'année 2002,
il était prévu initialement dans les travaux de se prononcer sur la question de l'efficacité internationale de ce qu'on n'appelait pas à l'époque l'accord de règlement, mais simplement l'accord issu à la suite d'une conciliation. Et puis, on s'est rendu compte qu'il était extrêmement difficile d'arriver à une solution, sans doute pas impossible, mais qu'il était très difficile de trouver une solution. Et subitement, les États-Unis, qui poussaient absolument sur cette question, ont décidé de s'abstenir totalement et de cesser de soutenir toute recherche sur la question. Et comme personne n'avait de solution miracle, on a laissé la question en suspens, on l'a laissée ouverte à la liberté des États. Et ce sont les mêmes États-Unis qui sont donc revenus, une quinzaine d'années après, pour dire maintenant c'est très important, nous avons absolument besoin d'un texte sur l'effet international des accords, qu'on les appelle maintenant des accords de règlement, alors que la question a été complètement laissée de côté, encore une fois, de leur propre fait, un certain nombre d'années auparavant. Donc, il y a quand même, a priori, je dirais qu'il y a une compatibilité. Il est parfaitement normal de se poser cette question. Quand on fait un règlement international sur la médiation, il est quand même parfaitement normal de se poser la question de l'efficacité internationale des accords obtenus et d'essayer d'obtenir un régime. Donc, il y a une compatibilité. Je dirais qu'il y a une compatibilité d'autant plus que, comme je l'avais dit tout à l'heure, il y a la Convention de Singapour qui, elle, est utilisable de façon totalement séparée du règlement d'arbitrage, la CNUTSI. Elle peut être appliquée à n'importe quel accord de règlement qui n'a aucun rapport avec le règlement de médiation de la CNUTSI. Mais en même temps, on a décidé de choisir également, à propos de ce nouvel accord, la voie de la loi type, ce qui fait que la loi type de 2002 se trouve maintenant enrichie d'un nouveau chapitre qui reprend, avec quelques très légères adaptations, mais qui reprend au fond le contenu de la Convention de Singapour, qui prolonge maintenant la loi type. Donc, je dirais que la Convention de Singapour, les dispositions matérielles de la Convention de Singapour ont paru d'autant plus compatibles avec la loi type que maintenant elles figurent dans la loi type nouvelle version. Merci. Peut-être, si vous me permettez, une réponse quand même à certaines questions posées. Dans les domaines exclus, je n'en ai pas parlé, il y a certains domaines, on comprend assez bien l'exclusion du fait que la Convention, qui a vocation très internationale, ne s'applique pas, disons, au droit de la consommation et en droit de la famille, finalement dans des matières qui sont peu commerciales. Et encore une fois, dès le départ, on sait qu'on est en matière commerciale. Donc, retirer cela me pose pas de problème. En revanche, sont retirées aussi du domaine d'application les successions. Alors, c'est vrai que c'est pas commercial, mais il y a de plus en plus de successions internationales, sans revenir à des histoires de chanteurs français, mais on l'a bien vu, il y en a quand même beaucoup. De même qu'en droit du travail, et là aussi, les mobilités professionnelles sont telles que des accords de règlement en matière de droit du travail, et il y en a, et même il y en a beaucoup dans notre pays qui poussent de plus en plus à une déjudiciarisation. Je trouve que c'est un peu dommage peut-être d'avoir d'emblée exclu ces matières-là, mais peut-être cela changera. Le dernier point, qui n'est pas une exclusion, mais il faut toujours penser lorsqu'on est internationaliste à regarder les réserves, c'est que les États partis peuvent renoncer à ce que la Convention puisse s'appliquer aux accords de règlement auxquels ils seraient partis. Autrement dit, les transactions et accords de règlement avec les États pourraient être exclus par réserve de l'application de la Convention. C'est au choix des États, mais là aussi, la liste et les réserves surtout seront la liste des signataires et des réserves sera importante à regarder. Et puis, j'ai vu qu'il y avait deux questions, mais on en a déjà parlé effectivement sur le statut du médiateur plus réglementé. Moi, je fais partie de ceux. Je comprends la question, surtout que des matières sont parfois différentes. Je pense que peut-être dans certaines matières,
un statut du médiateur à l'effet d'en assurer une certaine qualité peut être nécessaire. Dans les matières commerciales, cette professionnalisation et ce statut du médiateur n'est à mon sens pas une bonne chose et apporterait plus de mal que de bien. J'ai peut-être pas le temps de m'en expliquer aussi ici, mais effectivement, qui dit professionnalisation dit incompatibilité. Qui dit incompatibilité va faire que certaines professions ne pourront plus exercer en tant que médiateurs, alors même que la pratique justement des affaires commerciales est quand même importante pour savoir avoir ce rôle de médiateur. Quant à la définition de la médiation, s'agit-il de médiation ou de conciliation? La question est intéressante. Le texte est rédigé d'une certaine façon, notamment précisant quelle qu'en soit la dénomination ou le fondement, qui parle du processus. Donc on est sur un baptême du processus en tant que médiation. Encore une fois, le texte dit quel qu'en soit le fondement et la dénomination, donc ça pourrait très bien s'appeler autrement dans un pays, mais ça recouvrirait la terminologie de médiation au terme de la convention. Il est important aussi peut-être de relever que pendant quasiment toutes, enfin je parle sous le contrôle du professeur Jacquet, toutes les discussions à la CNUTSI, le texte a été écrit avec le mot conciliation et que c'est sauf erreur à la 62e session, c'est-à-dire la session de signature, que in extremis, c'est le terme de médiation qui a été retenu. Alors, ça ne répond pas à la question, mais ça en pose d'autres. Oui, alors c'est tout à fait exact, et c'est bien tardivement. Je ne me souviens pas que c'était la dernière session, en tout cas c'est très tardivement que la décision a été prise de supprimer, enfin de remplacer conciliation par médiation. À vrai dire, ça ne nous a pas paru révolutionnaire. Ça a d'ailleurs été présenté presque comme une question de se mettre au goût du jour. On n'avait pas l'impression qu'on touchait à la substance, si vous voulez, en faisant ça. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, et comme vous l'avez laissé entendre vous-même, à partir du moment où on raisonne sur des concepts juridiques dans une enceinte internationale, on doit toujours s'efforcer de trouver un dénominateur commun et de s'arranger pour éviter que l'on ne bute sur une définition trop fortement connotée auprès d'un régime ou d'un système juridique plutôt qu'un autre. Et donc, on a considéré que médiation était le plus large et celui qu'il fallait utiliser actuellement. Il n'y a pas véritablement de facteur scientifique dans l'utilisation, dans la transformation du terme conciliation en médiation, parce que quel que soit celui qu'on utilise, on a considéré à la CNUTSI, y compris en 82, qu'on parlait de la même chose et qu'on n'avait pas à faire des subdivisions. On peut le regretter, mais on peut comprendre qu'à ce niveau de généralité, on ne veuille pas entrer dans des définitions trop précises non plus. Bon, je suis très heureuse de ces débats. Je vous indique que vous nous avez donné un quart d'heure de plus de votre temps que le temps que nous nous étions donné à l'origine. Je vous remercie infiniment de votre présence, de vos réflexions, de votre engagement. Je vais mettre fin à cette session. Et je pense que c'est la première d'une série sur la Convention de Singapour à venir. J'invite les participants à se reconnecter le 7 juillet pour la suite de notre évolution ou révolution en matière d'arbitrage et médiation commerciale internationale, et notamment sur la question qui va se poser le 7 juillet, qui est l'arbitre doit-il ou peut-il concilier? Je vous remercie beaucoup, au revoir, bonne soirée et à bientôt. Merci, au revoir à tous. Merci, au revoir. Merci.